Chronique d'une image. Une photo, une histoire, un mystère. En octobre 1940, dans une petite maison de Key West en Floride, la police débarque chez un homme. Une odeur étrange les frappe dès qu'ils entrent. Ils avancent jusqu'à la chambre du fond. L'un d'entre eux ouvre la porte. Et là, ils voient ce que vous voyez en photo de couverture de ce podcast. Sur le lit, il y a une femme, ou ce qui semble en être une. Ses yeux ronds brillent comme des bijoux au soleil. En s'approchant, l'un des policiers remarque qu'elle a des yeux de verre et qu'une odeur de parfum mélangée à du désinfectant leur saute au nez. Cette femme, c'est Maria Elena Milagro de Hoyos, ou plutôt ce qu'il en reste. Elle est morte 9 ans plus tôt, et depuis 9 ans, son corps n'était plus dans sa tombe. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de cette femme, mais surtout de l'homme chez qui elle se trouvait. Un homme dont les actes sont tellement lunaires qu'ils semblent relever de la fiction. Bienvenue dans Chronique d'une image. Elena est née en 1909 à Key West, en Floride. Sa famille est cubaine et modeste. Son père travaille dans l'industrie du tabac, comme une grande partie des hommes de la communauté à cette époque. Key West, c'est une ville un peu à part. Je dis ça car techniquement, c'est une île. Mais elle est reliée au continent par le rail et la mer. Elle est américaine, sur le papier. Mais dans les rues, on entend souvent parler espagnol. Les familles cubaines sont nombreuses, et l'île regarde presque autant vers la Havane que vers le continent. Bref, c'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît, et où les rumeurs circulent vite. Elena grandit dans ce quartier, entourée de sa famille et surtout de sa sœur Nana, avec qui elle est très proche. Elena est croyante, elle est souriante, et selon les récits de l'époque, elle est aussi très belle. C'est sans doute pour ça qu'une partie du quartier jalouse celui qui finit par l'épouser. Elle se marie jeune, avec un homme qui s'appelle Luis Mesa. Selon les récits de l'affaire, après une fausse couche, Luis s'éloigne, puis disparaît de sa vie, sans vraiment divorcer. Elena reste donc légalement mariée, mais dans les faits, elle revient vivre auprès de sa famille. Elle a 20 ans, elle essaye de reprendre le fil de sa vie jusqu'au jour où elle se met à tousser. Au début, c'est banal. Dans ce genre de lieu, à cette époque, on met ça sur le compte de la chaleur, de la fatigue ou d'un rhume qui traîne. Mais là tout persiste. La fièvre arrive, et avec la fièvre, l'épuisement. La famille comprend assez vite ce que ça veut dire. La tuberculose, en 1930, c'est encore une maladie qui tue. Ce n'est pas toujours le cas, ni immédiatement, mais ça arrive tristement souvent. Les poumons de la jeune femme s'abîment lentement, le corps s'use, et les médecins proposent ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire du repos, de l'air frais, une bonne alimentation, parfois un séjour en sanatorium, qui est un établissement spécialisé dans le traitement de la tuberculose et de certaines maladies pulmonaires. Le premier antibiotique vraiment efficace contre la tuberculose ne sera développé qu'en 1943. Pour Elena, c'est 13 ans trop tard. Alors en avril 1930, sa famille, après avoir fait ce qu'elle a pu, la conduit au Marine Hospital de Key West pour des examens. C'est là qu'elle va rencontrer Karl Tanzler. Quand Elena entre dans cet hôpital, elle est déjà fatiguée. Elle tousse, elle a perdu des forces. Et avec elle, sa famille attend une réponse que tout le monde redoute déjà. À ce stade, il n'y a pas vraiment de miracle possible. On peut confirmer la maladie, essayer de ralentir les choses éventuellement en conseillant du repos, mais c'est à peu près tout. Personne ne peut promettre une guérison. Pourtant, dans les couloirs, ce jour-là, un homme va justement faire cette promesse. Il s'appelle Karl Tanzler, ou plutôt comme il aime se présenter lui-même, le comte Karl von Cosel. C'est un homme d'une 50aine d'années, d'origine allemande, avec une manière un peu théâtrale de se présenter comme quelqu'un d'important. Pour vous dépeindre un peu le portrait de l'homme, disons que la modestie n'est pas la plus grande qualité de ce bon vieux Karl. Il travaille à l'hôpital, autour des appareils de radiologie. Il manipule les machines, les rayons X et tout ce qui, à l'époque, impressionne forcément. Il s'approche des Hoyos, il écoute le diagnostic et il leur dit qu'il peut faire quelque chose. Que là où la médecine échoue, lui, a une approche. Pour la première fois depuis le début de la maladie, la famille a en face d'elle quelqu'un qui ne se contente pas de dire d'attendre et de prier. Très vite, il commence à venir chez eux. Au début, ses visites sont brèves, mais elles s'allongent. Il revient avec du matériel, il branche ses câbles et installe des électrodes. Il fait passer du courant dans le corps d'Elena, persuadé que ces rayons vont guérir la maladie là où la médecine a échoué.
Les semaines passent, Tanzler vient de plus en plus souvent. La famille y voit quelqu'un qui offre son temps et qui refuse de baisser les bras quand tous les autres se contentent d'hausser les épaules. Sauf qu'au fil des visites, ce n'est plus que des appareils qu'il apporte. Il vient avec des bijoux, des vêtements, des objets élégants, plus coûteux que ce que la famille pourrait offrir. Il s'installe au chevet d'Elena pour de longues heures. Il lui parle de ce qu'elle pourrait faire quand elle ira mieux, des endroits qu'elle verra et de la vie qui l'attend. Mais pendant ce temps, la maladie ne recule pas. La tuberculose donne parfois l'impression qu'elle lâche prise. Une semaine, la fièvre peut très bien baisser. Elena dort mieux et elle reprend un peu des couleurs. La famille y croit sincèrement. Et le lendemain, les symptômes reviennent en pire. La toux remonte, plus grasse. Les poumons s'abîment, le visage se creuse. Les vêtements neufs que Carla a portés deviennent trop grands. Lui continue de venir, avec ses appareils, ses cadeaux et ses promesses. Le 25 octobre 1931, après presque 18 mois de lutte, Maria Elena Milagro de Hoyos s'éteint chez elle. Elle a 22 ans. Sa mère est près d'elle, sa sœur Nana aussi, Tanzler aussi. Pour les Hoyos, c'est leur fille, leur sœur, qui vient de mourir au bout de presque 2 ans de lutte. Pour Key West, c'est encore une jeune femme emportée par une maladie que la ville connaît trop bien. Mais pour Tanzler, son histoire avec Elena n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Mais ça, on va le comprendre très bientôt. Après la mort d'Elena, Karl Tanzler ne quitte pas la famille Hoyos. Bien au contraire. Il propose à la famille de prendre en charge une partie des funérailles. Et surtout, il fait construire pour Elena un mausolée dans le cimetière de Key West. On ne parle pas là d'une simple tombe donc, mais d'une petite construction fermée, en dur, dans laquelle son corps est placé après la cérémonie. La famille accepte, et honnêtement, on peut la comprendre. Elena vient de mourir à 22 ans, les Hoyos n'ont pas beaucoup d'argent, et cet homme s'est occupé d'elle pendant 1 an et demi avec un soin tout particulier. Alors quand il propose de lui offrir une sépulture digne, la famille ne s'y oppose pas. C'est étrange, peut-être, excessif sans doute, mais pas inquiétant au point de refuser. Ce qu'ils ne savent pas, en revanche, c'est qu'il y a une seule clé pour ce mausolée, et c'est Tanzler qui la garde. La famille vient parfois se recueillir sur son mausolée, et Tanzler aussi. Il y vient souvent, très souvent. Certaines sources parlent même de visites quasi quotidiennes pendant presque 2 ans. Et il s'y rend principalement à la nuit tombée, et il y reste pendant des heures. Forcément, dans une ville comme Key West, ce genre de comportement finit par se remarquer. Les voisins du cimetière le voient passer, et le gardien aussi. Alors on commence à raconter des choses autour de ce vieil Allemand qui parle tout seul devant une tombe la nuit, et qui y chante. Pour ce détail, nous y reviendrons car il a son importance, et qui apporte des fleurs et des cadeaux. À cette même période, Tanzler est viré de l'hôpital. Les raisons exactes n'ont jamais été éclaircies, mais entre la mort d'Elena et le moment où il bascule, si on peut dire ça ainsi, il perd son emploi. Donc son cadre, sa blouse, est la dernière chose qui lui donnait l'apparence d'un homme normal. Il commence aussi à dire à qui veut l'entendre qu'Elena lui parle depuis sa tombe, qu'elle l'appelle et qu'elle lui demande de venir. Mais bon, on est à Key West en 1932. Les gens s'en fichent. Le deuil prend des formes étranges, surtout vu de l'extérieur. Et puis, cet homme ne fait rien d'illégal. Il vient au cimetière, il chante à un mausolée, il paraît simplement un peu cinglé sur les bords, mais rien d'alarmant en soi. Alors les gens laissent faire. Le problème, c'est que chez Tanzler, ce n'est pas du deuil. Pas seulement en tout cas. Un soir d'avril 1933, Karl Tanzler entre dans le cimetière comme il le fait depuis presque 2 ans. Sauf que cette nuit-là, il n'est pas venu pour parler à Elena. Il est venu la chercher. Il sort sa clé, il ouvre le mausolée, il fait ce qu'il a sans doute préparé depuis des semaines, voire des mois. Et il prend ce qu'il reste du corps d'Elena. Il le pose sur ce qu'on décrit dans la quasi-totalité des sources comme un petit chariot d'enfant. Un wagonnet, une charrette à roulettes, le genre de choses qu'on tire derrière soi. Et il commence à marcher. Le cimetière de Key West n'est pas immense, mais il y a une certaine distance jusqu'à sa maison. Il fait le trajet sans réellement être discret. Je m'explique.
Un homme de 56 ans, seul, en pleine nuit, qui tire derrière lui un chariot d'enfant sur lequel repose un cadavre vieux de presque 2 ans. Un cadavre qui a passé tout ce temps enfermé dans un mausolée, en Floride, dans la chaleur. Donc un cadavre qui, vous l'imaginez, n'a plus grand-chose d'humain à ce stade. Pourtant, personne ne le croise, personne ne le voit, ou en tout cas, personne ne dit rien. Il rentre chez lui, il referme la porte, et il pose Elena là où elle restera pendant les 7 années suivantes. Pendant que la famille Hoyos pense qu'Elena repose au cimetière, le mausolée est vide. La sépulture qu'ils ont vue se construire, qu'ils visitent peut-être, qu'ils croient être le dernier lieu de leur fille et de leur sœur, ne contient plus rien depuis cette nuit-là. Le corps en putréfaction d'Elena, lui, est désormais chez Carl Tanzler. À partir du moment où Carl Tanzler ramène Elena chez lui, il ne la cache pas. Il ne la planque pas dans une cave ou dans un coffre, il la met dans son lit. Il la coiffe le matin, il l'habille, il la maquille, il s'assoit en face d'elle pour dîner, et il lui parle comme si elle allait répondre. Il dort même à côté d'elle, dans le même lit. Et il fait ça pendant 7 ans. Le problème, c'est que le corps d'une femme morte, même quand on a passé 2 ans à le préparer, ne se conserve pas tout seul. À ce stade, Elena n'a plus grand-chose d'humain. En Floride, avec des températures qui dépassent régulièrement 30 degrés, la décomposition d'un corps va très vite. Les premiers mois, les bactéries internes détruisent les organes. Les gaz s'accumulent, puis s'échappent. La peau gonfle, noircit, se liquéfie par endroits. Au bout d'1 an, dans un espace clos et chaud, il ne reste plus grand-chose de mou. Les organes ont disparu, les muscles aussi. Ce qui subsiste, c'est de la peau séchée, dure comme du cuir, qui colle aux os ou se détache selon les endroits. Les articulations ne tiennent plus. Les ligaments qui maintiennent les os ensemble se décomposent eux aussi. Ce qui veut dire que le corps s'effondre sur lui-même, que les bras se séparent des épaules et que les mains se disloquent. Le visage s'affaisse, les yeux ont disparu, les orbites sont vides, les lèvres ont rétréci jusqu'à exposer les dents. Les cheveux, eux, se détachent du cuir chevelu et restent au fond du cercueil. C'est ça qu'il a devant lui. Un assemblage d'os, de peau rigide et de cavités vides, avec une odeur persistante que les 2 années écoulées n'ont pas effacée. Et il se met au travail. Pour les articulations, il utilise du fil de piano. Il relie les os entre eux, là où les ligaments ont cédé, reconstitue une charpente qui tient debout. Pour les cavités du corps, il bourre l'intérieur avec des chiffons, du coton, des matériaux qui redonnent du volume à la silhouette. Pour le visage, il travaille avec de la cire mortuaire et du plâtre. Il remodèle les joues, le contour de la mâchoire, les zones où la peau a disparu ou s'est retractée. Il couvre l'ensemble d'une couche de soie et de tissu qu'il fixe à la cire. Pour les yeux, il insère des prothèses de verre dans les orbites. Pour les cheveux, il fabrique une perruque avec les vrais cheveux d'Elena. Ce que sa mère lui avait donné en souvenir quelques semaines après les funérailles, pensant partager son deuil avec un homme de bonne foi. Pour l'odeur, enfin, il arrose Elena de parfums, de désinfectants, d'huile essentielle. Il recommence tous les jours. C'est un entretien permanent, méthodique, que rien ne vient jamais vraiment résoudre complètement. Et plus on avance dans le temps, plus l'effort qu'il fournit pour maintenir l'illusion devient considérable. Il achète des vêtements neufs régulièrement, parce que les anciens finissent par s'imprégner, et il commande même des produits de conservation. Il vit autour de cet entretien quotidien. Il faut aussi se rendre compte qu'on parle là d'un homme seul. Tanzler ne reçoit personne chez lui. Il n'a pas d'amis qui passent prendre un café. Il vit reclus avec ce qu'il appelle sa femme, et qui n'est en réalité qu'un assemblage de cire, de chiffons et d'os qu'il alimente en parfum. Dans cette folie, il y a des moments qui montrent jusqu'où il est allé. Selon plusieurs sources, Tanzler aurait construit dans son atelier un appareil en forme d'avion. Ce n'était pas un avion réel ni une machine qui aurait pu réellement voler, mais plutôt une structure, une sorte de dispositif qu'il appelait l'Elena Airship. Et son projet, là il faut s'accrocher, c'était de placer Elena à bord et de la faire monter assez haut dans l'atmosphère pour que des rayons cosmiques pénètrent ses tissus et la ramènent à la vie. Vous m'avez bien entendu. Il ne pensait pas seulement vivre avec son corps, il pensait aussi, à un moment ou à un autre,
pouvoir la ressusciter avec des rayons venus de l'espace. Maintenant, vous vous demandez sans doute la même chose que moi. Comment, dans une ville comme Key West, personne ne s'est rendu compte de rien pendant 7 ans? La réponse, c'est que les choses ont fini par se savoir, suite à un faisceau de faits qui, mis bout à bout, sont plus qu'étranges. Il y a d'abord ce que les commerçants commencent à remarquer. Tanzler achète des vêtements de femmes, à la même taille et en quantité. Il achète des bas, du parfum et des produits de conservation. Dans une petite ville, ce genre d'habitude finit par alimenter les conversations, surtout quand on sait que cet homme vit seul. Il y a ensuite ce que les gens du cimetière remarquent. Pendant les premières années, Tanzler venait quasiment tous les soirs au mausolée d'Elena. Et puis, d'un coup, il a cessé de venir. Plusieurs récits évoquent également un jeune voisin qui aurait aperçu, à travers une fenêtre éclairée, Karl Tanzler en train de danser avec une silhouette féminine, rigide, qu'il tenait dans ses bras, comme si elle dansait avec lui. Le détail circule à Key West. Personne ne sait quoi en faire à ce moment-là parce que vu de loin, ça peut tout aussi bien être une poupée, un mannequin de couture ou une mise en scène de vieille excentrique. Comme dans toute affaire qui finit par éclater, il faut prendre du recul sur les détails qui apparaissent après coup. Une fois l'histoire connue, tout le monde se souvient d'avoir vu quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au fil des années, ces signaux s'accumulent. Et qu'à un moment, en 1940, ils deviennent assez forts pour remonter aux oreilles de Nana. Cela fait 9 ans qu'Elena est morte, et il faut bien comprendre où en est Nana à ce moment-là. Elle a perdu sa sœur quand elle avait 25 ans. Sa famille a connu d'autres deuils dans l'intervalle, parce que la tuberculose n'a pas épargné les Hoyos. Et depuis quelques semaines, des rumeurs lui parviennent. Tout cela mêlé à cette idée que cet homme étrange qui s'est occupé de sa sœur n'a jamais vraiment lâché prise. Téméraire, elle n'appelle pas la police. Elle va directement frapper à la porte de Karl Tanzler pour confirmer ce qu'elle croit. Sur ce qui se passe exactement, je préfère là encore rester prudent. Certaines sources disent qu'elle aurait vu l'homme danser à travers la fenêtre en s'approchant. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'elle entre sans même frapper et voit l'impensable. Elle comprend tout de suite. Le plus fou, c'est que Tanzler ne nie pas. Pour lui, ce qu'elle voit dans cette maison, c'est sa femme, c'est sa fiancée d'au-delà de la tombe. C'est l'aboutissement de tout ce qu'il a construit pendant 9 ans. Il n'a pas honte, il pense même, à un certain niveau, qu'elle va comprendre. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus glaçant dans cette scène. Elle voit le cadavre profané de sa sœur, ou ce qu'il en reste. Lui, la présente comme l'amour de sa vie. Nana ne reste pas, elle ressort et court prévenir les autorités. Ce qui suit va aller très vite. La police de Key West débarque chez Tanzler dans la foulée. C'est la scène par laquelle on a commencé cet épisode. Sauf que maintenant, vous savez tout ce qu'il y a derrière l'image. Tanzler est arrêté et transféré au commissariat. Il est interrogé. Il est examiné par un psychiatre, qui le déclare étonnamment apte à être jugé. Et il est inculpé pour avoir, je cite, « détruit volontairement et malicieusement une sépulture et déplacé un corps sans autorisation ». À nouveau, il ne nie rien. Il raconte tout, avec une forme d'orgueil même. Comme si le procès était l'occasion qu'il attendait pour expliquer enfin son histoire à ceux qui ne l'avaient pas comprise. Et c'est précisément ce qui va se passer. Parce que le procès, à partir du moment où la presse s'en empare, ne va plus du tout ressembler à un procès. Les journaux locaux sautent immédiatement sur l'affaire. Le Key West Citizen, le Miami Herald et très vite, la presse nationale vont parler de lui. Et la manière dont il raconte l'histoire va déterminer, pour les décennies suivantes, comment on s'en souvient. Parce que ces journaux ne racontent pas l'histoire d'un homme qui a profané une tombe et vécu 7 ans avec un cadavre. Ils racontent une histoire d'amour. Le savant amoureux, le conte allemand brisé par le chagrin, l'amour qui survit à la mort. Tanzler devient un personnage de roman gothique. La presse le photographie, l'interviewe et lui donne la parole. Et lui, qui n'attendait que ça, déroule son récit. C'est là, en 1940, devant les journalistes et le tribunal, qu'il raconte pour la première fois publiquement la version qui va structurer toute la mythologie de l'affaire. Il dit que, depuis son enfance en Allemagne, une de ses ancêtres lui apparaissait dans ses visions. Une certaine comtesse Anna Constantia von Kossel. Et cet ancêtre, selon lui
lui aurait montré dès l'enfance le visage de la femme qui devait être son grand amour, le visage d'Elena, des décennies avant qu'il la rencontre. Il raconte donc que lorsqu'il l'a vue pour la première fois à l'hôpital, il savait que c'était elle. Il raconte aussi que dans les nuits qu'il passait au mausolée, Elena lui parlait. Elle lui chantait une chanson en espagnol, une chanson cubaine qu'il identifie comme la Boda Negra, ce qu'on peut traduire par les noces noires. Elle raconte l'histoire d'un homme qui va chaque nuit au cimetière pleurer la femme qu'il a perdue, jusqu'au soir où il fracture le marbre, creuse la terre de ses mains et emporte dans ses bras ce qui reste d'elle. Il la ramène chez lui, il l'installe sur sa table, il lui attache des rubans autour des os, lui pose des fleurs sur le crâne et célèbre avec elle les noces qu'il n'a jamais pu avoir. Puis il se couche à ses côtés et s'endort pour toujours, enlacé au squelette. Une chanson qui, quand on y pense, ressemble réellement à ce qu'a fait Tanzler. Et selon Tanzler, c'est cette chanson qui lui aurait demandé de venir la chercher. Voilà ce qu'il raconte en 1940. Et voilà ce qui va passer à la postérité comme la véritable version de l'affaire. Je vais m'arrêter une seconde, parce qu'à ce stade de l'histoire, je ne peux pas continuer à raconter sans dire ce que j'en pense. J'ai essayé de tout vous raconter de manière objective jusqu'ici, même si j'ai omis certains détails de façon volontaire afin d'y reparler après. Nous y reviendrons. Mais qu'importe, que ce soit clair, cette histoire n'est pas une histoire d'amour. Elle a été racontée comme telle en 1940, par des journaux qui voulaient vendre du papier. Elle a été prise comme telle pendant des décennies, dans des livres, des podcasts, des articles. Et encore aujourd'hui, en préparant cet épisode, je suis tombé sur un nombre stupéfiant de textes qui parlent d'un couple que la mort n'a pas pu séparer. Une romance impossible, d'un homme dévoré par la passion. Je tiens à le dire maintenant parce qu'à partir d'ici, tout va aller très vite. Rien dans cette affaire ne prouve qu'Elena ressentait quoi que ce soit pour Karl Tanzler. Et c'est même tout l'inverse. Cet homme était, à mon sens, un type obsessionnel qui a réussi à faire passer sa folie pour une histoire d'amour romantique. Et la presse de 1940 lui a tendu le micro pour qu'il le fasse. On reviendra en détail sur tout ça sur la prochaine partie. Mais sachez que tout ce que vous venez d'entendre, les visions, la voix dans la tombe, la chanson cubaine, ce n'est pas le récit objectif des faits. C'est le récit que Tanzler a construit autour de ces faits. Et le public suit. L'audience préliminaire se tient le 9 octobre 1940 au tribunal du comté de Monroe. Et il y a tellement de monde qui veut y assister que les autorités doivent organiser le passage. Les gens veulent voir le fameux Tanzler. Ils veulent entendre son récit. Ils veulent comprendre comment un homme peut faire ce qu'il a fait. Et beaucoup, déjà, ne le voient pas comme un profanateur. Ils le voient comme un personnage, un type tragique, un romantique délirant. Sauf que le procès, lui, va tourner court. Tanzler est inculpé pour profanation de sépulture et déplacement de corps sans autorisation, comme je vous l'ai dit. Le problème, c'est qu'au moment où l'affaire est découverte, les faits ont 7 ans. Le délai de prescription pour ce type de crime, à cette époque, en Floride, est dépassé. Les charges sont abandonnées, et Karl Tanzler ressort libre. Aucune condamnation, aucune peine, pas une seule nuit de prison au-delà de sa détention provisoire. Il a profané la sépulture d'une jeune femme vécue 7 ans avec son cadavre et il repart de l'audience libre. Pendant ce temps, le corps d'Elena, lui, n'est pas immédiatement rendu à la famille. Il est examiné par les médecins légistes. Et ensuite, au lieu d'être réinhumé tout de suite, il est exposé. C'est la maison funéraire Diane Lopez à Key West qui en hérite. On installe le corps dans une pièce et on laisse le public passer. Les autorités, ou la maison funéraire, ou les deux, semblent estimer que la curiosité est devenue ingérable et qu'il vaut mieux organiser un défilé que laisser la foule se masser sans contrôle. Le résultat, c'est que pendant plusieurs jours, des files d'attente se forment devant ce bâtiment. Des familles, des touristes, des journalistes, des curieux, venus de tout l'État, font littéralement la queue pour voir le corps de la femme. À la fin, on estime qu'environ 7000 personnes auront défilé devant le corps d'Elena. Quand on commence à raconter cette histoire comme une romance, voilà ce que ça produit concrètement. À croire que de tout temps, la folie fascine. Et c'est précisément ce qu'on va devoir regarder en face dans la partie suivante. Parce qu'aussi fou que cela puisse paraître,
cet homme n'a pas été reconnu comme fou. Bon, on a posé toute l'histoire. Maintenant, il faut revenir sur ce que je vous ai volontairement caché ou survolé depuis le début. La première, c'est que tout ce qu'on croit savoir sur cette affaire vient d'une seule personne, Karl Tanzler lui-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tanzler n'a aucun intérêt à se présenter comme un homme qui a profané une sépulture et gardé un cadavre chez lui pendant des années. Il a tout intérêt, au contraire, à transformer son geste en mission, en une sorte de destin, ou en une preuve d'amour. Plus son récit paraît mystique, moins il ressemble à ce qu'il est pourtant très concrètement, l'obsession d'un homme cinglé pour une femme qui ne lui appartenait pas. Le titre de conte qu'il aimait se donner, qu'on retrouve dans tous les articles et qu'il a même fait inscrire sur ses papiers de naturalisation américaine, est une fabrication complète. Il s'appelait Karl Tanzler, fils de Karl Tanzler, né à Dresde dans une famille parfaitement ordinaire. Le von Kossel, qu'il a accolé à son nom, il l'a volé à la fameuse comtesse Anna Constantia von Kossel, la femme dont il avait soi-disant les visions, qui est une figure historique réelle du XVIIIe siècle allemand, mais avec laquelle il n'avait absolument aucun lien généalogique. Toute la généalogie qu'il s'est inventée, des visions de l'ancêtre comtesse à son propre titre nobilaire, c'est un seul et même mensonge. Il faut aussi rappeler que Tanzler n'était pas médecin. Il avait beau se revendiquer comme tel, il ne l'était pas. Il travaillait bien dans un hôpital, autour des appareils de radiologie, ce qui pouvait donner l'impression qu'il avait une vraie autorité médicale. Mais il n'était pas docteur, et rien ne permet de dire que ces traitements électriques avaient une quelconque chance de guérir Helena. Tanzler aime se mettre en scène. Il se donne un nom plus noble, un métier mieux reconnu, et donc un rôle plus important. Et après l'affaire, il ira même jusqu'à publier sa propre version dans un magazine de récits fantastiques. Ce détail résume assez bien le problème. Cet homme ne raconte pas les faits comme un témoin, il les raconte comme le héros tragique de sa propre histoire. Il n'est jamais décrit comme tel, parce que les médecins l'ont diagnostiqué comme apte à être jugé. Mais à mon sens, si cet homme n'était pas fou, c'était au moins un homme profondément dérangé. Dans cette histoire, il faut bien comprendre qu'il manque une voix, et c'est sans doute la plus importante, celle d'Helena elle-même. On ne sait pas exactement ce qu'elle pensait de lui. On ne sait pas si elle le trouvait seulement étrange ou si elle le supportait parce qu'il promettait de l'aider, ou même si elle n'avait simplement pas la force de repousser un homme qui revenait sans cesse avec ses machines et ses cadeaux. Mais on sait une chose, rien ne prouve qu'elle partageait ses sentiments. Personne, dans l'entourage d'Helena, n'a jamais dit qu'elle aimait Tanzler en retour. Sa sœur Nana, jusqu'à sa mort, a rejeté en bloc cette version romantique. Aucun journal intime, aucune lettre, aucun témoignage de proches n'est venu confirmer la version du grand amour partagé. Tout, absolument tout, ce qui suggère qu'Helena ressentait quoi que ce soit pour Tanzler, vient de la bouche de Tanzler. Un autre point que j'ai volontairement gardé pour après est le suivant. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Tanzler aurait eu des relations sexuelles avec le cadavre d'Helena. Et je vais être honnête avec vous, c'est la première chose que tout le monde se demande quand on raconte cette histoire. Est-ce qu'il a fait ça ? Est-ce qu'on en a la preuve ? La réponse est oui. À l'autopsie de 1940, les médecins ont retrouvé dans le corps d'Helena un tube de carton inséré dans son vagin, et qui permettait précisément ce que vous imaginez. Ce fait figure dans le rapport médical de l'examen du cadavre. Tanzler avait modifié l'anatomie d'Helena pour pouvoir s'en servir. Et il l'avait fait suffisamment longtemps avant la découverte pour que ce dispositif fasse partie intégrante du corps qu'il avait reconstitué. Karl Tanzler n'est donc pas incarcéré. Il est directement relâché après sa détention provisoire, le temps de la procédure. Après sa libération, il reste encore quelque temps à Key West. Et forcément, sa présence dérange. Parce que tout le monde sait maintenant ce qu'il a fait. Selon certains récits, des curieux viennent même le voir après l'affaire. Des gens qui veulent entendre raconter son histoire. Comme si sa maison était devenue une autre attraction après la maison funéraire. En 1947, comme je vous l'ai dit, il publie son autobiographie. Mais pas dans un journal sérieux, dans un magazine de récits fantastiques qui s'appelle Fantastic Adventures. Le titre de son texte, c'est The Secret of Helena's Tomb, le secret de la tombe d'Helena. Comme s'il y avait un secret à percer, plutôt qu'un crime à reconnaître. Après Key West, Tanzler part vivre ailleurs en Floride. Il retourne vers Zephyrhills, où se trouvent sa femme et sa fille. Car oui, pendant toute cette histoire,
Karl Tanzler avait lui aussi une famille. Il avait abandonné sa femme et ses enfants, tout ce temps, pour vivre son obsession. On ne sait pas grand-chose de ce que Doris, sa femme, a pensé de tout ça. Elle ne s'est jamais exprimée publiquement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, le couple s'est définitivement séparé. Doris est partie travailler comme infirmière dans le Michigan. Tanzler, lui, est resté en Floride. Plusieurs sources affirment que dans les années qui ont suivi, Tanzler aurait fabriqué un mannequin grandeur nature à l'image d'Elena, à partir d'un masque mortuaire qu'il avait conservé. Là encore, les détails varient selon les versions, et beaucoup de choses ont été romancées au fil du temps. Mais l'idée centrale revient partout. Même privé du corps réel, ce type a continué à s'accrocher à une copie. Il meurt le 3 juillet 1952 à 75 ans. Sa mort, elle aussi, a été enrobée de versions plus ou moins jolies. Certains racontent que l'on l'aurait trouvé dans les bras de l'effigie. C'est la version qui tourne dans les podcasts et les articles à clic. Mais selon les sources les plus fiables, il a été retrouvé par terre dans sa maison, près d'un de ses orgues, et l'effigie était bien là, mais pas dans ses bras. Même sa mort, finalement, aura été contaminée par le récit qu'il avait passé sa vie à fabriquer. Aujourd'hui, Maria Elena Milagro de Hoyos repose dans une tombe non marquée du cimetière de Key West. Personne ne sait où exactement, et c'est sans doute mieux comme ça. Karl Tanzler, lui, est enterré à Zephyr Hills, à côté de l'une de ses filles, Crystal, morte adolescente. Si vous voulez mon avis, c'est l'une des affaires les plus sordides que j'ai eu à raconter sur cette chaîne. Le plus révoltant, à mon sens, c'est de voir comment tout le monde, et même encore aujourd'hui, a cru un homme obsessionnel qui s'est emparé de l'image d'une pauvre jeune femme. Si on peut retenir une leçon, c'est qu'en tout temps, même le plus fou des hommes peut passer pour un sauveur lorsque la presse, la médecine ou le monde qui l'entoure confirme ses propos. Alors si on doit retenir une chose de cet épisode, c'est peut-être simplement son nom à elle, Maria Elena Milagro de Hoyos. Vous venez d'écouter Chronique d'une image. Comme toujours, je vous laisse les sources et les photos sur le site internet pour ceux et celles qui veulent creuser. Et en attendant, je vous dis à bientôt, pour une nouvelle image, une nouvelle histoire, un nouveau mystère.